Ouais, on fait comme ça, ouais. Allez, salut. Il m'aime pas. Il m'apprécie pas, je le sais. Bon, après, je suis pas fan non plus, hein, mais... On a tous des gens comme ça qu'on aime pas, mais qu'on est obligé de côtoyer. Des amis d'amis ou des collègues, par exemple. Et si on pouvait subtilement manipuler le cerveau de l'ennemi? Aujourd'hui, on va parler de l'effet Franklin. Avant de commencer, il faut que je vous raconte une petite histoire tirée des mémoires de Franklin. Benjamin Franklin. Benjamin! Présent! Quoi? Présent! Benjamin? Présent! Benjamin Franklin est l'un des pères fondateurs des États-Unis. Mais il était également imprimeur, écrivain, inventeur et grand féru de littérature. Mais à l'Assemblée législative, Benjamin Franklin avait un ennemi virulent à son encontre. Un homme qui n'hésitait pas à montrer son désaccord en public, au point qu'il pouvait être un danger pour Franklin. Alors il décida de lui envoyer une lettre. Une lettre dans laquelle Franklin demanda simplement à son rival s'il pouvait lui prêter un livre assez rare et curieux qu'il avait en sa possession. Flatté, son rival lui envoya. Et après une semaine, Franklin lui renvoya le livre accompagné d'une note le remerciant. Quelque temps plus tard, lorsque les deux hommes furent réunis dans un même lieu, le rival vint voir Franklin et lui parla directement pour la première fois. Plus tard, ils devinrent amis, et cette amitié dura jusqu'à sa mort. Ludo est mon meilleur nouvel ami. Allez, venez! Et bim, son rival s'est fait biaiser. En fait, il s'agit d'un effet qui porte maintenant son nom. L'effet Franklin. C'est l'idée que quelqu'un qui vous a déjà rendu service une première fois sera plus apte à recommencer. Cette idée peut sembler contre-intuitive et pourtant elle se base sur l'un des effets les plus connus, la dissonance cognitive. Je passe rapidement dessus car il existe beaucoup de vidéos bien foutues sur le sujet, mais j'y reviendrai peut-être un jour. La dissonance cognitive, c'est le vrai bug mental, le blue screen du cerveau, l'erreur 404 de la pensée, le what the fuck ultime. En fait, au quotidien, on cherche constamment à ce que nos pensées, nos actions, soient en accord avec nos croyances, nos valeurs. Mais parfois, cet équilibre est rompu par une information incompatible ou contradictoire. Par exemple, l'un des premiers cas étudiés par Festinger, le psychosociologue père de cette théorie, est l'histoire d'une secte persuadée qu'à une date précise, des extraterrestres débarqueraient et détruiraient la Terre. Lorsque cette date arriva, ils se réunirent tous à un endroit particulier où ils auraient une chance de survivre. Et devinez ce qui se passa? Rien. C'est alors qu'apparaît le fameux bug mental, une sorte de malaise, de tension psychologique. C'est ça, la dissonance cognitive. Ils étaient persuadés que ça allait arriver, ils se préparaient à ce moment depuis longtemps, mais rien ne s'est passé. Alors, pour diminuer cet inconfort, on peut soit changer notre croyance et admettre avoir eu tort pendant tout ce temps, ou agir de manière irrationnelle et manipuler la réalité pour diminuer la dissonance et garder notre croyance. Bah oui, c'est coûteux d'admettre une erreur, le cerveau n'est pas fan. Alors, plutôt que de réfuter leur croyance d'apocalypse extraterrestre, elle fut renforcée plus que jamais. Car pour eux, leur prière avait fonctionné et repoussé cette fin du monde. Du coup, j'imagine qu'il faut les remercier. Et c'est là toute l'importance de la dissonance cognitive. Cette tension nous conduit souvent à suivre des comportements irrationnels. Alors ça n'est pas toujours aussi énorme que dans une secte confrontée à la réalité. Souvent c'est à plus petite échelle, comme dans le cas de Benjamin Franklin. Son rival était confronté à deux cognitions contradictoires. Je n'aime pas cet enfoiré de Franklin, mais je vais lui rendre un service. Alors il aurait pu soit modifier son comportement pour rester fidèle à sa croyance initiale et refuser de prêter son bouquin, ce qui lui aurait valu d'être ridicule. Refuser de prêter un livre à un collègue, bon bah, on n'est pas au collège quoi. Soit ajouter une nouvelle cognition pour rendre ça plus rationnel. De toute façon, ce bouquin c'est de la merde. Sauf que le livre qu'avait demandé Franklin était assez rare et exceptionnel. Soit modifier la cognition de départ pour rendre l'ensemble plus équilibré. Il est pas si con que ça en fait le Franklin. Et bim, biaisé. Et il faut bien voir que ce n'est pas quelque chose de volontaire et conscient, c'est une sorte d'automatisme cognitif. On ne peut pas vraiment targuer ces gens de mauvaise foi. Et c'est ça qui rend l'effet Franklin si subtil et fourbe. Du coup, pour étudier cet effet, John Decker et David Landy ont mené une expérience en 1969. Ils ont demandé à des cobayes de venir participer à un test psychologique avec à la clé quelques dollars à gagner. Seulement voilà. Ils ont également recruté deux acteurs. Un pour jouer une secrétaire et un pour jouer un scientifique avec une petite particularité. Le scientifique est un vrai connard. Il est désagréable, grossier et très exigeant à chaque fois qu'il donne un test. Bon, vous vous en doutez, mais les tests n'ont aucune importance. La vraie expérience démarre après. Chacun des cobayes, après le test, devra aller remplir une sorte de questionnaire de satisfaction. Mais avant ça, ils sont séparés en trois groupes. Le premier groupe, le groupe A, sera le groupe de contrôle.
Après le test, ils repartent avec leur argent et remplissent le questionnaire. Pour le second, le groupe B, avant de remplir le questionnaire, la secrétaire leur demande s'ils acceptent de rendre l'argent au département de recherche. Parce que, vous comprenez, ils sont un peu à court de fonds ces derniers temps. Ils acceptèrent. Et enfin, pour le groupe C, avant de remplir le questionnaire, c'est le faux méchant scientifique qui va demander s'ils veulent bien rendre l'argent. Car l'étude est financée de sa propre poche et il commence à être à sec. Ils acceptèrent. Dans le questionnaire, que tous doivent remplir après, ils doivent entre autres noter le scientifique de 1 à 12. Et c'est là que l'effet Franklin intervient. Le groupe A de contrôle a donné une note moyenne de 5,8. Le groupe B, lorsque c'est la secrétaire qui demande de rendre l'argent, 4,4. Et le groupe C, quand c'est le faux scientifique qui demande de rendre l'argent, a donné une note moyenne de 7,2, la plus haute des trois groupes. Autrement dit, lorsque c'est la secrétaire qui demande de rendre l'argent, on peut comprendre que la note soit plus basse. Le scientifique était un con, et en plus on demande de les rembourser. Mais lorsque c'est le scientifique lui-même qui demande l'argent, on se retrouve dans la même situation qu'avec Benjamin Franklin. Deux pensées contradictoires. Le scientifique est un con, mais je vais lui rendre service. Alors la dissonance cognitive apparaît, et pour corriger ce déséquilibre psychologique, ils vont modifier leur cognition initiale. Bon, il est pas si con que ça, scientifique. Et il se retrouve avec la meilleure note des trois groupes. 7,2. Plutôt puissant l'effet Franklin. Et cet effet en rejoint un autre très utilisé dans le domaine du marketing. Ah, manipuler pour vendre. Quelle idée. On l'appelle alors l'effet pied dans la porte. L'effet pied dans la porte, c'est l'idée qu'une fois qu'un service peu coûteux est accepté, alors il y a beaucoup plus de chances qu'un service plus coûteux le soit. Cette théorie est développée dans les années 60 par Jonathan Friedman et Scott Fraser à l'université de Stanford. Pour tester leur théorie, ils mènent une petite expérience. Ils vont appeler des gens chez eux, et leur but est qu'ils acceptent que des chercheurs viennent dans leur maison lister les produits ménagers. Au premier abord, une demande très coûteuse, puisqu'il faut accepter de faire entrer un inconnu chez nous qui va fouiller dans les placards. We've met before, haven't we? Where was it you think we met? At your house, don't you remember? Alors, ils mettent en place deux groupes. Le groupe de contrôle, à qui ils vont simplement demander s'ils acceptent, et le groupe expérimental, qu'ils vont d'abord appeler 3 jours plus tôt pour leur demander de répondre à un petit sondage très court sur les produits ménagers. Donc une demande peu coûteuse, juste quelques minutes au téléphone. Ils seront ensuite rappelés pour la même requête que pour le groupe de contrôle, à savoir recevoir un farfouineur inconnu chez eux. Je ne fais pas durer le suspense, les résultats sont clairs. Dans le groupe de contrôle, ils sont 22% seulement à avoir accepté, mais dans le groupe expérimental, c'est plus du double, 52,8%. En fait, dans cette situation, accepter la première requête nous engage dans un processus. On se sent investi dans ce que la personne nous a demandé, alors refuser la seconde requête devient plus compliqué. C'est une technique que l'on retrouve beaucoup dans le démarchage, le porte-à-porte ou les sondages par exemple. Et une fois, je me suis fait avoir. Dans la rue, on m'a demandé de répondre à un court questionnaire sur mes habitudes d'hygiène. Ok, pourquoi pas, s'il n'y en a pas pour longtemps. Puis après le questionnaire, qui a été court en effet, le sondeur m'a demandé de venir dans un immeuble pour sentir et comparer des parfums. J'étais jeune, un vrai pigeon, j'ai perdu 1 heure avec leurs conneries. Bon, il y aurait encore beaucoup à dire sur cette technique de manipulation, mais comme d'habitude, pour plus de détails, je vous mets quelques sources en description. Du coup, ça me donne une idée. Sale enculé!